Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous expliquer comment planter en terre un bambou. Il faut savoir que si on peut résumer ça, il existe deux grandes familles de bambous, ce qu'on appelle les bambous traçants d'un côté et les bambous non traçants. Alors, dans les bambous traçants, c'est là où on va retrouver les plus grosses espèces, ceux avec les cannes les plus imposantes, ceux qui vont monter le plus haut, qui sont là pour faire une forêt. Et la problématique de ceux-là, c'est qu'ils courent sous la terre à de longues distances. Donc on a le chaume, si vous préférez, et puis sous la surface de la terre, on va avoir les rhizomes qui vont pouvoir aller chercher à plusieurs mètres et le turion va ressortir au niveau pour faire une nouvelle canne. Et là, il s'est passé 1,50 m, 2 mètres, 3 mètres entre ce point-là et ce point-là. Nous, cela, je vous les déconseille fortement pour les jardins, puisqu'il va falloir mettre une barrière anti-rhizome lorsqu'on les plante, c'est-à-dire mettre une barrière en plastique la plupart du temps pour contenir on va dire, la colonisation des rhizomes, la maintenir à un endroit où vous voulez la maintenir. Mais cette barrière anti-rhizome, elle n'est pas super efficace parce que le bambou, au bout d'un moment, arrive toujours à passer au travers pour ces bambous traçants. C'est plus pour faire des forêts, les bambous traçants. Donc c'est pour un jardin particulier, je vous les déconseille. Les bambous traçants, c'est vraiment ceux qui ont une très mauvaise réputation. Il faut vraiment être un jardinier aguerri et mettre du soin pour les contenir. On peut aussi les planter en pot, mais ce n'est pas le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des bambous non traçants, avec le plus connu d'entre eux et on va dire presque quasiment la variété quasiment parfaite d'entre eux, c'est le Fargesia robusta Campbell. Alors je vais vous l'écrire ici, comme ça vous ne ferez pas de bêtises. Donc Fargesia, j'ai oublié le R, excusez-moi, on recommence. Donc Fargesia, ça c'est la famille, et la famille des Fargesia, ça veut dire que c'est des bambous non traçants. Ça veut dire quoi? Comparé à mes bambous traçants, les bambous non traçants vont avoir des rhizomes qui ne courent pas sur des mètres et des mètres, mais des rhizomes qui sont un petit peu en forme de crochet et qui vont faire des petits sauts de puce de 5, 10, 15 cm grand maximum. Donc on va avoir des nouveaux turions qui vont pousser dans une périphérie autour de la motte, la première petite motte que vous allez acheter, qui vont être de 5, 10, 15 cm. Et donc, ça permet d'avoir des sauts de puce comme ça, et des turions qui sortent pas très éloignés de la première motte. Vous allez me dire, oui, mais au bout de certaines années, ça continue à sortir, ça continue à sortir, ça continue à sortir, et puis finalement, on a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de large sur ma petite forêt de bambou. Oui, mais il y a une parade à ça, et la parade, vous verrez, elle est vraiment toute simple. On en parlera tout à l'heure. Donc ces bambous sont des bambous non traçants avec des rhizomes qui partent beaucoup moins loin comparé au premier où les rhizomes peuvent partir à plusieurs mètres. Ici, on va partir à 15 cm grand maximum de la motte de départ. Et donc l'extension, la colonisation, elle se fera beaucoup plus restreinte, dans un endroit beaucoup plus restreint qui est beaucoup plus adapté à un jardin de ville ou à un jardin où on souhaite ne pas aller envahir le voisin pour créer des problèmes de voisinage. L'autre avantage, c'est que pour le Fargesia, vous n'avez pas besoin de mettre de barrière anti-rhizome. Et ça, on en parlera tout à l'heure, donc ça vous fait un coût en moins, un entretien en moins et des soucis en moins lors de la plantation. Celui dont on va parler, le Fargesia que je préfère moi, c'est le Fargesia robusta, alors je vais bien écrire, Campbell.
Campbell. Donc le Fargesia robusta Campbell, c'est une variété de Fargesia qui est robuste, c'est-à-dire qui peut aller en hiver se garder en pleine forme et ne pas pourrir à des températures négatives comme un -5, un -10. Il va survivre à ça, et Campbell, c'est sa variété. Je vais vous montrer une petite image de ce bambou Fargesia robusta Campbell. C'est celui-là. Il est très reconnaissable parce que il est très apprécié, parce que premièrement, il a un port droit. Ça veut dire que ses cannes sont extrêmement droites et filent vers le ciel. Il va en moyenne se contenir entre 1 mètre et 3 mètres, 4 mètres de haut. Donc au niveau de la canne, elle va pouvoir monter à 4 mètres de haut s'il est dans des bonnes conditions. Et vous voyez, on en parle là, si on a un départ, ça saute de quelques centimètres ici. Ici, on a un pot de départ, par exemple, qu'on va pouvoir mettre en terre. Et il est aussi reconnaissable parce que lorsque les turions sortent, il y a des petites gaines de protection ici qui vont finir par tomber et qui lui donnent un petit aspect domino, un petit aspect vert blanc, vert blanc, vert blanc, qui est très appréciable pendant le printemps, puisque ça donne cet effet-là qui est très joli. Puis vous voyez, il y a d'autres photos ici où on voit le port très droit de ce Fargesia robusta Campbell par rapport à d'autres qui sont peut-être souvent d'autres Fargesia qui sont moins hauts ou qui ont un port un petit peu plus retombant, où les cannes vont retomber un petit peu comme un sol pleureur. Celui-là, c'est celui qui est vraiment parfait et que tout le monde recommande pour faire une haie, si vous préférez faire une haie entre vous et votre voisin. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire cette haie, parce que il y a des choses à respecter. Et notamment au niveau, quand je vous ai dit, pas besoin de barrière anti-rhizome, mais il y a des choses à respecter. Donc notez bien, Fargesia robusta Campbell, c'est vraiment le top du top. Et premier disclaimer, malheureusement, vous pouvez aller dans un magasin, dans une grande surface, chez un vendeur, et malheureusement, parfois, sur l'étiquette, c'est bien écrit Fargesia robusta Campbell, mais en fait, c'en est un autre parce que le fournisseur s'est trompé ou le fournisseur a menti. Il peut y avoir des erreurs et vous vous retrouvez avec un bambou que vous avez acheté qui n'est pas un vrai Fargesia robusta Campbell. Mon conseil là-dessus, pour être sûr d'avoir la bonne variété, c'est d'aller chez un spécialiste du bambou. En France, il y en a quelques-uns qui vendent des bambous, qui les cultivent eux-mêmes, mais n'allez pas dans les grandes surfaces, n'allez pas dans les jardineries, allez chez un pépiniériste, spécialiste du bambou, quitte à vous faire livrer, à commander sur Internet et à vous faire livrer, vous serez sûr d'avoir la bonne variété et de ne pas vous faire avoir, parce que il y a malheureusement des cas où certains clients ont acheté dans les grandes enseignes de magasins de jardinage, ont cru acheter un Fargesia et se sont retrouvés avec un Philostachys qui est un bambou, lui, traçant. Et là, c'est la catastrophe dans le voisinage après. Donc, mon conseil pour avoir un vrai, c'est d'aller chez les spécialistes du bambou, les pépiniéristes. Maintenant, parlons un petit peu plantation, parce que c'est une étape très importante. Admettons que vous ayez un jardin qu'on va représenter par ce carré et que vous souhaitez planter votre bambou sur la partie haute de ce jardin et pour séparer ici avec votre voisin. Là, on a le voisin, là, on a vous, et vous souhaitez planter votre Fargesia ici. Le Fargesia robusta Campbell, comme je vous l'ai dit, n'a pas besoin d'avoir de barrière anti-rhizome. Mais dans ce cas-là, vous allez me dire comment je fais pour éviter que ma plantation de bambou qui est ici n'aille chez mon voisin. Eh bien, il y a une technique qui est très 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 simple, c'est de prévoir une marge de sécurité. C'est-à-dire que je vais planter
mon bambou, alors là, admettons que je souhaite le planter sur toute la largeur de mon jardin, sur tout le fond de mon jardin, sur cet espace-là, et je vais laisser ici un espace de sécurité d'une 50aine de centimètres, ici également d'une 50aine de centimètres. Pourquoi ? Tout simplement pour passer la tondeuse. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, avec votre petite tondeuse, faire le tour de votre jardin comme ça, toc, 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 et pouvoir couper net les nouveaux turions qui s'aventureraient ici, là, ici, là. Donc vous pouvez laisser 50 cm, 1 mètre, ça dépend aussi de la grandeur de votre jardin, mais 50 cm ou le passage de la tondeuse, ça suffit largement. Je vous rappelle que le Fargesia robusta Campbell, lui, ne fait des sauts que de 5, 10, 15. Donc de là à ce qu'il aille à 50 cm, il va se passer quand même des mois, voire des années. Donc vous aurez largement le temps de contenir votre Fargesia en passant la tondeuse derrière et en laissant cet espace pour cheminer derrière pour aller vérifier qu'il n'y a pas des turions ici. Mais si vous passez la tondeuse, eh bien tout simplement, ça c'est la terre, vous aurez votre nouveau turion qui va pousser comme ça et la tondeuse va le couper. Et ça suffira à arrêter. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Si on fait un petit schéma, vous avez votre motte qui est ici, avec votre bambou qui est là, vous avez les rhizomes qui vont partir à 15 cm et qui vont sortir ici. Ok ? Si vous coupez ici, si vous le coupez celui-là, vous l'écrasez, vous le coupez avec un couteau ou vous le coupez avec une tondeuse, eh bien, la prochaine fois, il ne va pas repartir d'ici pour aller plus loin, il va repartir de son endroit initial et il va ressortir à peu près au même endroit. Ce qui veut dire que vous allez contenir toujours ici votre Fargesia robusta Campbell, toujours dans l'espace voulu. Donc une fois que vous avez défini l'endroit où vous souhaitez planter vos Fargesia, maintenant il y a deux questions qui se posent, c'est à combien de profondeur je creuse mon trou et à combien d'espacement je plante mes Fargesia robusta Campbell. Eh bien c'est plutôt très simple. Le trou, vous allez me dire, j'entends beaucoup de vidéos, et il y a beaucoup de vidéos où ils disent c'est un trou 2 à 3 fois plus gros que la motte. Ça, c'est des bêtises. Si vous avez une motte, donc quand vous achetez votre petit bambou, il est dans une motte, et dans un petit pot de transport noir. Et ce petit pot de transport noir, eh ben, en fonction de l'année du bambou, de l'âge du bambou, c'est un pot de 3 litres, un pot de 5 litres, un pot de 10 litres, un pot de 15 litres. Ça dépend comment on vous le vend. Et ce Fargesia a des pots différents. La problématique là-dessus, c'est que si vous suivez les vidéos qu'on vous donne sur Internet, vous allez toujours creuser un peu un trou qui est plutôt petit et qui fait 2 à 3 fois la largeur et puis 2 à 3 fois la profondeur. Et puis, si c'est 15 cm, vous faites un trou de 45 cm. Ce n'est pas assez. Ce n'est clairement pas assez pour le Fargesia robusta Campbell. Pourquoi ? Parce que, en fonction de la nature de votre sol, quand vous allez creuser le trou, ce que vous allez faire, c'est ameublir la terre, puisque vous allez décompacter la terre, et 2, on vous conseille souvent de ne pas re-remplir le trou que vous avez fait avec uniquement de la terre de jardin, mais aussi de lui apporter du terreau, de lui apporter de l'engrais, de peut-être apporter un drainage. Et donc, ça va créer un endroit qui est beaucoup plus ameubli, et qui sera beaucoup plus facile pour les rhizomes de coloniser. Et ça, c'est le principal intérêt, c'est que je me retrouve avec une terre qui est très compacte tout autour, et dans l'espace où j'ai creusé, une terre qui est beaucoup plus meuble, et qui va favoriser l'extension des rhizomes de mon bambou, et c'est ce qu'on veut, parce que forcément, ce qu'on veut, c'est que le bambou, il prenne de la place, et il colonise tout l'endroit qui est prévu à terme pour créer votre belle haie. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est de créer le trou idéal. Le trou idéal, c'est le trou où le bambou se sentira à l'aise une fois à sa taille adulte. Ça veut dire que peu importe le pot que vous achetez, peu importe le plan que vous achetez, je vous conseille de faire un trou
de 80 cm de large, donc 80 cm, et vous le plantez au milieu, et vous faites un trou en profondeur de environ, que je dise pas de bêtises, vous me faites un trou de 65 à 70. 65-70 cm de profondeur. Donc c'est un trou qui sera circulaire et qui fera 80 cm de large et 75 cm de profondeur. C'est un sacré défi physique quand même, il ne faut pas se leurrer. Ça prend du temps de faire un trou et ça dépend aussi forcément, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, énormément de la qualité de votre terre, puisque certains vont avoir une terre assez meuble où il est facile de creuser jusqu'à 70 cm de profondeur, et d'autres vont avoir une terre caillouteuse ou avoir du remblai de leur maison. On va tomber sur des rochers, on va tomber sur des briques, on va tomber sur plein de trucs. Donc c'est un sacré défi et il faut vous y mettre longtemps à l'avance parce que ça prend des jours parfois de creuser plusieurs trous de la sorte. Mon conseil, c'est de créer ce trou, ça c'est pour une motte. Mais si vous voulez faire une haie, vous allez créer plusieurs trous comme ça et se les faire rejoindre et donc en fait créer une tranchée si vous préférez, puisque j'aurai un plan ici, un plan ici, un plan ici. Quel espacement entre les plans? L'idéal, c'est clairement de faire un espacement de 80 cm entre chaque plan. Entre chaque plan, 80 cm. Pourquoi et comment? Ça, c'est important. Certains vont vous dire « Oh, bah, vous pouvez créer une haie beaucoup plus rapidement en mettant des plans tous les 40 cm. » En mettant de plan à plan, du cœur du plan à cœur du plan, faire 40 cm, 40 cm. L'avantage qui est donné sur cette méthodologie de plantation, c'est que vous aurez une haie qui est visiblement remplie plus rapidement. En 2 ans, elle sera visuellement remplie. C'est-à-dire que les chaumes seront les uns à côté des autres et il n'y aura pas de trou. Il n'y aura pas de trou entre les chaumes. Ça va être occultant vis-à-vis du voisinage beaucoup plus rapidement. Certes, sauf qu'il y a un gros bémol à ça. Et le gros bémol à ça, c'est que chacun de ces plants est une plante différente. Et que lorsque les racines vont aller chercher l'eau dans le sol, eh bien, ces plantes différentes vont rentrer en concurrence. Les racines du premier plan et les racines du deuxième plan vont rentrer dans le sol et vont rentrer en concurrence pour aller chercher l'eau dans le sol. Ce qui veut dire qu'à terme, au bout de 2, 3, 4 ans, eh bien, les 2 plantes et les 3 plantes différentes vont rentrer en compétition pour la terre et pour les nutriments de la terre, ce qui veut dire qu'à terme, vos bambous seront moins gros, moins hauts et moins en bonne santé. Et il est plus intéressant d'être patient et de dire je fais un plan tous les 80 cm, comme ça je laisse plus de nutriments à mes plantes et elles vont être plus vigoureuses, plus hautes, plus grosses et en meilleure santé sur le long terme. Elles vont moins s'étouffer rapidement. Donc c'est vraiment le bon plan de dire je sacrifie mes 2-3 premières années ou pour mes 2-3 premières années j'aurai encore un peu de vis-à-vis avec mon voisin, j'aurai pas une barrière occultante qui est tout de suite présente, mais au bout de mes 3 ans par exemple, j'aurai une barrière qui est bien plus belle, bien plus dense, avec des chaumes qui montent bien plus haut. Donc, je vous déconseille fortement de trop coller vos pots et de planter en terre tous les 80 cm. C'est vraiment, pour moi, l'idéal. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut être patient avec les bambous. Le démarrage est plutôt lent, mais une fois que c'est parti, vous verrez que année après année, ça explose exponentiellement. Donc, revenons à notre trou, puisque c'est bien joli de faire un trou comme ça, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Et vous voyez que 80 cm, c'est parfait, parce que si à côté, je fais un autre trou de 80 cm, ici,
et ben mathématiquement, entre mes deux, j'ai aussi 80 cm. Donc il y a zéro problème là-dessus. Donc forcément, quand on crée plusieurs trous à côté, ça s'appelle une tranchée. On ne laisse pas de la terre ici entre les deux trous, on creuse une tranchée de 70 de profondeur, de 80 de large. Par exemple ici, on va avoir 80 de large si vous préférez, 70 de profondeur, et puis bah, là, ça dépend du métré que vous avez, mais vous pouvez creuser plusieurs mètres ici. Comment on remplit le trou? Très simple. Vous avez votre trou qui fait 80 de large. Là, on prend l'exemple pour une seule motte de bambou. Vous allez avoir votre motte de bambou ici. Et qu'est-ce que je mets sur mes 70 de profondeur? En fonction de votre terre, le bambou est une plante, une herbe, qui a horreur d'avoir les pieds dans l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau stagnante. Si vous êtes comme moi dans une région française, ou même partout dans le monde, peu importe, dans une région où la terre est plutôt lourde, où la terre est plutôt argileuse, il est très fortement conseillé de faire une partie qui fait entre 15 et grand maximum 20 cm de hauteur, où vous allez pouvoir mettre du drainant. Ce drainant, la plupart du temps, va se matérialiser par soit des cailloux, soit de la pouzzolane, soit des billes d'argile. Enfin, il faut du matériau drainant. C'est-à-dire, c'est pas de la terre, c'est vraiment des cailloux où l'eau va pouvoir rester ici en réserve et ne pas toucher les racines qui vont être au-dessus. Donc c'est vraiment l'eau que vous allez verser là va s'écouler et puis l'eau va stagner ici plutôt que de stagner là où il y a les racines pour ne pas les faire pourrir. Parce que s'il y a de l'eau qui stagne sur vos racines, ça peut faire pourrir les racines et votre bambou va mourir ou être en très mauvaise santé. Donc vous me faites un petit 15 cm ici de profondeur de pouzzolane par exemple. Au-dessus, vous me mettez un feutre géotextile. Le feutre géotextile, le but, ça va être d'éviter que la terre, ici, ne se mélange avec votre drainant en dessous, parce que si la terre se mélange à votre drainant, le pouvoir drainant, il est beaucoup plus amoindri. Donc on a un feutre géotextile qui laisse passer l'eau. Donc vous prenez bien un feutre qui laisse bien passer l'eau, et le but, c'est de garder les cailloux en dessous et de mettre la terre au-dessus. Et qu'est-ce qu'on met dans cette terre-là? Eh bien, tout simplement un mélange de terre de jardin, d'accord? Vous mettez votre terre de jardin. La terre de jardin, c'est la terre que vous avez extrait quand vous avez creusé le trou. Vous mettez de la terre de jardin, vous mettez du terreau, d'accord? Donc du terreau, ça s'achète un peu partout. Et vous pouvez mélanger ça à, par exemple, du compost. Si vous avez un composteur à la maison et que vous avez des litres et des litres de compost bien décomposé, hein, vous ne mettez pas du compost qui n'est pas assez décomposé, bien décomposé. Et à la marge, ça dépend de votre terre, vous pouvez mélanger ça avec du sable de rivière à gros grains, par exemple, ou de la pouzzolane en petite quantité pour ajouter du drainage un petit peu dans la terre. Mais le composant essentiel, ça reste la terre de jardin et le terreau. Vous me faites un gros mélange de tout ça avec environ 40% de terre de jardin, 40% de terreau et puis le reste soit en compost, soit en drainant. Après, si vous faites 50-50 terre de jardin, 50-50 terreau, ça ira très bien aussi, ne vous inquiétez pas. Mais on se fait un petit mélange là-dessus avec la majorité de la terre, mais de la terre amendée. Le but, c'est d'avoir de la terre de jardin et de renforcer votre terre de jardin avec du terreau qui est riche et avec du compost qui est riche. C'est donner à manger à la plante qui est là. On remplit tout ça. On peut jeter à peu près au milieu, c'est-à-dire pas en contact direct,
un mélange de corne et de sang. Donc corne et sang, c'est de la corne séchée et du sang séché et de la corne broyée par exemple. C'est des choses que vous trouvez en jardinerie. Vous pouvez me jeter 2 grosses poignées par trou comme ça. Vous les mettez un peu au milieu, vous mélangez tout ça. Il faut que ce soit assez profond, il ne faut pas que ça touche la motte parce que ça peut faire brûler les racines si c'est trop frais. Donc vous mettez dedans et ça permettra aux racines qui demain, pendant les années, vont descendre, d'aller chercher les nutriments puisque d'ici là, le sang et la corne se seront décomposés et vous aurez une terre très riche et vous aurez donné beaucoup à manger à votre bambou. Donc vous me mettez ça, vous me plantez votre motte. Il y a 2 façons de planter la motte, pareil. Il y en a qui vont vous dire, vous avez votre trou, la motte doit être affleurante, le niveau de haut de la motte doit être affleurante au niveau de la terre. Ça dépend aussi de votre capacité drainante de terre, mais la plupart du temps, on va faire comme ça. On ne va pas, comme pour un palmier, faire une butée. C'est possible, hein, mais ça n'a que très peu d'intérêt, vraiment. Donc, vous mettez ça à peu près au niveau. Et ce qu'on peut faire aussi lors de la plantation, donc la plantation, vous faites ça au printemps, au début du printemps, au tout début du printemps, quand les seins de glace sont passés, c'est merveilleux. Et vous allez pouvoir griffer sans casser les rhizomes, griffer la terre et rajouter une petite poignée ou 2 petites poignées de sang et de par-dessus, de sang et de corne, pardon, excusez-moi, je suis dyslexique, de sang et de corne par-dessus avant d'arroser. Et puis, vous me recouvrez ça d'un paillage de 10 cm, voire plus, 5-10 cm. Et ce paillage, ça peut être du foin, ça peut être des écorces de bois, ça peut être des copeaux de bois, ça peut être tout un tas de choses que vous trouvez dans votre jardin ou que vous achetez. Pardon. Et puis, il ne faut pas oublier que le bambou, il a des feuilles. Votre bambou, il a des feuilles. Et que ces feuilles vont finir par tomber et recouvrir la base de vos pieds. Et ces feuilles vont se décomposer aussi et amender la terre. Donc, il va se nourrir lui-même au fur et à mesure, mais il est aussi conseillé 1 fois par an, par exemple, de jeter 1 à 2 poignées de sang et de corne donc à la plantation. Et puis l'année suivante, au début du printemps, vous pouvez remettre un petit peu de sang et de corne. 2 poignées, ça suffit largement, hein, pas plus, par plant de bambou. Vous me faites un paillage. Le paillage, l'avantage, c'est que, si c'est un paillage organique, donc c'est un paillage de bois ou un paillage de feuilles ou un paillage de foin ou un paillage de tout ce qui est organique, ça va se décomposer et ça va amender la terre, c'est-à-dire que ça va nourrir la terre qui est là et vous aurez une terre de qualité et donc à manger pour votre bambou qui va bien pousser. Le deuxième intérêt du paillage qui est là, c'est que ça va protéger la terre des rayons du soleil et ça va éviter l'évaporation trop rapide de l'eau que vous mettez dedans. Et donc vous allez garder une terre qui est plus humide et ça va éviter, notamment en été, la sécheresse de votre terre si vous n'arrivez pas à l'arroser assez. Et donc vous ferez des économies d'eau et vous aurez forcément que du positif à mettre un gros paillage sur vos bambous. Il ne faut pas avoir peur. Les turions des bambous, donc les turions, c'est les nouvelles pousses qui sortent de terre comme ça. Les turions de bambou sont suffisamment costauds et forts pour pouvoir percer le paillage que vous allez mettre. Donc vous me faites un paillage organique, c'est super bien. Et puis des copeaux de bois, tout ça, de la paille. Il faut donner à manger à vos bambous. Puis en plus, le troisième intérêt, c'est que ce paillage va aussi, en hiver, garder un petit peu plus longtemps la chaleur de la terre et éviter qu'il fasse trop froid trop vite au niveau du sol pour vos bambous. Donc c'est à la fois une couverture en hiver, à la fois un pare-soleil en été. Ça n'a que des avantages et en plus, ça nourrit la terre. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui est feuilles et tout ce qui est rejet du bambou va venir se déposer sur la terre et va également
venir entretenir ce paillage-là. Donc c'est une super plante, le bambou. Ça s'auto-entretient quasiment. Une fois que c'est posé, vous avez posé ici, l'important, ce qui est très important aussi lorsqu'on fait la plantation, c'est, je vais reprendre une nouvelle feuille pour vous expliquer. J'ai fait mon trou, je vous le fais un peu en 3D, hein. J'ai posé mon bambou. Ce qu'on va faire, c'est créer autour de la zone une espèce de petit mont de terre. Donc vous allez faire un petit mont de 5 cm si vous préférez. Et là, vous avez posé. Le but, c'est pas que ce soit... Bon, là, c'est un peu gros, hein, mais là, il faut que ça fasse 5 cm ici. Le but, c'est que quand vous allez arroser... Alors, je vais vous faire un petit arrosoir, si vous préférez. Lorsque vous allez arroser, ici, eh bien que l'eau reste ici et descende directement dans la motte. Si on ne fait pas cette petite rigole circulaire autour, ben, l'eau elle va ruisseler et puis elle va aller nourrir votre terre où il n'y a rien de planté. Donc le but c'est de faire cette petite rigole, c'est toujours bien de faire ça autour de la plantation, puisque l'eau, bon, au début, quand vous plantez, vous allez voir, ça va faire une petite mare d'eau, mais ça va vite descendre. En quelques secondes, ça descend, et puis ça descend tout de suite au cœur, là où il y a votre motte, là où il y a vos rhizomes, là où il y a vos racines. Donc c'est parfait, il faut arroser à cœur. Toujours arroser à cœur. Et puis, combien de litres on met? Alors, ça dépend de votre région. Mais si vous voulez vraiment pas vous tromper, moi j'habite plutôt dans la partie, la moitié nord de la France, même s'il pleut de temps en temps, on estime que un petit 15 litres 2 fois par semaine, c'est top. Donc à partir du printemps, vous me mettez 15 litres au pied. Donc c'est pas aux feuilles, c'est pas de l'arrosage automatique, c'est vous prenez votre arrosoir. Souvent les arrosoirs ils font une dizaine de litres, hein. De toute façon quand vous achetez votre arrosoir, vous regardez combien de litres il fait et vous saurez. Donc là par exemple moi j'ai un arrosoir de 10 litres. Vous me mettez un arrosoir et demi au pied 2 fois par semaine. Alors le 2 fois par semaine, c'est pas lundi et mardi, il faut que ce soit espacé. Vous avez votre semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. L'idéal, c'est d'espacer. Donc, par exemple, vous m'en faites un le mercredi et un le dimanche. Comme ça, là, il y a 2 jours et là, il y a 3 jours. Ou alors le mercredi et le samedi. Un arrosage de 15 en milieu de semaine et un en fin de semaine. Après, vous ajustez comme vous voulez. Ça peut être le mardi et le vendredi, ça dépend de votre emploi du temps. Moi, je sais que je le fais le mercredi et le week-end. Parfois, c'est mercredi et samedi. Parfois, c'est mercredi et dimanche. C'est parfait. 15 litres au cœur. Dès le début du printemps. C'est-à-dire que, en fonction de comment commence votre printemps, dès mars, alors je sais que le printemps c'est fin mars, mais dès mars, il commence à avoir les beaux jours, les turions vont commencer à sortir. Dès mars, vous commencez cet exercice-là. Et vous arrêtez avant l'hiver, parce qu'en hiver, il y a beaucoup moins de soleil, il y a beaucoup moins d'évaporation, mais vous pourrez arrêter. En été, peut-être qu'il faudra, en fonction de votre été, s'il y a canicule, rajouter peut-être un jour et passer à 3 fois par semaine au lieu de 2 fois par semaine. Mais ça dépend vraiment de votre météo, donc je ne peux pas trop vous conseiller dessus. Ça dépend si vous habitez en Normandie, c'est pas pareil que si vous habitez sur la Côte d'Azur. Donc forcément, adaptez ça à votre météo. Donc, j'ai pas montré, mais ici, il y a le paillage hein, qui va recouvrir un peu tout ça. Il y a le paillage. Le but de la rigole, c'est de garder l'eau et éviter que l'eau parte un petit peu partout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que cela? Oui, quel type d'eau? Alors, pareil, en fonction de là où vous habitez, vous allez peut-être avoir une eau un petit peu plus dure que d'autres. Ça dépend des régions, ça dépend de votre commune, je ne peux pas vous conseiller dessus. Ce qui est sûr, c'est que si vous habitez, comme moi, dans une région où l'eau est plutôt calcaire, l'eau est plutôt dure, et l'eau contient, et surtout c'est ça la problématique, si l'eau contient
du chlore, et c'est ce que forcément l'eau contient du chlore dans votre robinet parce que le chlore c'est un antibactérien, eh bien ça pose un problème pour l'arrosage. Si vous n'avez pas de récupérateur d'eau et que vous utilisez l'eau du robinet pour ces 15 litres 2 fois par semaine, mon conseil, c'est de laisser reposer l'eau pour faire s'évaporer le chlore. Vous prenez une poubelle de jardin. Vous savez, les poubelles noires que l'on trouve dans les magasins de bricolage, les poubelles classiques de jardin qui coûtent une dizaine d'euros. Vous me le remplissez à ras-bord avec votre tuyau d'arrosage. Et vous faites ça la veille de votre arrosage et vous laissez ça dehors. Le chlore qui est contenu dans l'eau de la poubelle, dans les 80, parce que souvent c'est 90 litres ou 100 litres je crois. Donc toute l'eau qu'il y a dedans, tout le chlore va s'évaporer et vous aurez une eau qui est déchlorée. Et c'est plutôt très important parce que le chlore est un antibactérien. Si vous le balancez dessus, ça va tuer certains des micro-organismes qui composent la flore et la faune de votre terre. Et donc c'est vraiment pas envisageable de faire ça parce que vous aurez une plante qui, in fine, et un sol qui, in fine, est en moins bonne qualité. Donc vous me remplissez une poubelle, vous achetez une poubelle à 10 balles, vous me la remplissez la veille, vous laissez toute la nuit, et puis quand vous arrosez, le chlore il sera parti. Il y aura encore le calcaire dedans, mais ça dépend de votre région. Mais au moins il n'y aura plus le chlore, et ça va protéger tous les petits micro-organismes qui sont là-dedans, toutes les bonnes bactéries qui sont dedans, ça ne va pas les flinguer. Donc ça c'est plutôt le bon plan. Si vous avez un récupérateur d'eau, c'est super, vous avez de l'eau gratuite et puis le mieux c'est de l'utiliser, c'est de l'eau qui tombe du ciel, il n'y a pas de chlore dedans, donc c'est la meilleure des eaux que vous pouvez utiliser pour arroser dessus. Alors, il ne faut pas avoir peur, hein, 15 litres 2 fois par semaine sur une quinzaine ou une vingtaine de plants, il y en a pour, si vous ne faites que de l'eau du robinet, il y en a pour 100 balles par an. C'est un budget, c'est 100 euros par an environ, mais lissé sur les 12 mois, ça va encore, hein, ça fait 8 euros par mois d'eau, mais il est beaucoup plus intéressant d'avoir un récupérateur d'eau et vous économisez. Si vous arrivez à avoir un gros récupérateur d'eau, faire le plein tout l'hiver, ou dès qu'il pleut, d'avoir un récupérateur de 1000 litres, ou plusieurs récupérateurs, ça dépend aussi de la taille de votre jardin. Vous allez avoir l'eau gratuite, et puis c'est une eau sans chlore, donc c'est nickel là-dessus. Parce que c'est quand même un sacré exercice de dire tous les mercredis et tous les dimanches de balancer un arrosoir et demi par plan. Et j'entends là par plan que vous avez planté. Si vous me faites une haie, faudra se souvenir du nombre de plants que vous avez fait pour mettre à peu près cette dose-là d'arrosage. Donc voilà, on a parlé de la taille du trou, on a parlé de la composition de quoi mettre pour reboucher la terre du trou, on a parlé de l'engrais à mettre, on a parlé de l'espacement entre les bambous, on a parlé de la barrière anti-rhizome, donc pour le Fargesia robusta Campbell, je vous le remets là, Fargesia robusta Campbell, pas besoin, faut pas avoir peur. Alors vos voisins vont dire « Oh non, mais t'as pas mis de barrière anti-rhizome, ça va être la catastrophe ». Non, ne vous inquiétez pas. Il faut déconstruire ça. Si vous laissez 1 mètre ou 50 cm entre la clôture de votre voisin, le mur de votre voisin, ou n'importe quel mur, hein, si c'est votre maison qui est là, vous ne me collez pas vos bambous à côté. Forcément, ils vont passer en dessous et ils vont faire des dégâts. Donc vous me laissez 1 mètre à 50 cm autour de l'endroit où vous souhaitez planter le bambou, et vous laissez le passage pour pouvoir intervenir. Le plus simple, c'est de laisser un passage de terre avec par exemple de la pelouse, et puis de passer la tondeuse. Comme ça, vous n'avez pas à y penser. Pendant tout le printemps, tout l'été, tout l'automne, vous passez la tondeuse. Et quand vous passez la tondeuse sur tout votre jardin, vous passez un petit coup derrière comme ça suffira à arracher les nouveaux turions et puis à éviter que la colonisation de votre bambou se fasse. Ça vous permet de maîtriser. Ce que vous pouvez faire aussi visuellement, si vous souhaitez avoir un repère, c'est-à-dire que vous dites « Ok, je souhaite planter mes bambous dans cette zone-là ».
j'ai le mur de mon voisin qui est ici. Là, j'ai mon gentil voisin. J'ai laissé une marge ici de 50 cm, voire 1 mètre. Ce que vous pouvez faire, c'est planter une bordure de jardin. Une bordure de jardin, vous savez, c'est parfois en pierre, parfois en plastique. C'est une petite bordure. Moi, j'aime bien les bordures qui sont déroulables en plastique. Et vous la collez là. Ce qui fait que ça fait une barrière visuelle et un repère visuel pour vous pour dire « j'ai envie que mon bambou n'aille pas plus loin ». Alors, ça ne va pas retenir les turions, mais visuellement, ça vous fait un guide quand vous passez la tondeuse ici. Et c'est votre guide pour dire, bah voilà, je ne souhaite pas que mes bambous aillent plus loin. Pourquoi? Parce qu'au début, quand vous allez planter ici. Ça va être la première année. Et puis, la deuxième année, vos bambous vont grossir un peu. Alors là, là, je fais des ronds, mais c'est un peu aléatoire. Et puis, la troisième année, mes bambous vont encore grossir en largeur. Et puis, au bout de X années, ça dépend de la taille, hein, bah, il se peut que ça déborde comme ça. Vous voyez? Et ça, bah, il va falloir le couper, et on le coupe avec la tondeuse. Mais le but, c'est d'avoir un repère et de réfléchir avant à l'aménagement de votre jardin pour dire, bah, moi, je souhaite faire un rectangle de cette taille-là, ou je souhaite faire une forme de cacahuète comme ça avec mes bambous dedans. Mais comme ça, vous pourrez faire votre repère et puis vous passez votre petite tondeuse ici, hop, 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 hop. Voilà, vous passez votre tondeuse, vous la passez tout autour comme ça, et puis vous vous assurez comme ça qu'il n'y a aucun turion qui dépasse de ça. Les turions, alors si les termes techniques c'est simple, je vous montre ça. Là vous avez les cannes, donc les chaumes de vos bambous, et là vous avez les turions, ça ressemble à ça quand ça sort de terre. Et donc ça c'est super fragile en fait, si vous marchez dessus ça se casse, si vous passez la tondeuse ça va se péter aussi. Et ça suffit, c'est-à-dire que vous voyez ici, mon Fargesia, il a fait quelques centimètres ici, il n'y a pas plus de 10 cm, parce que ça c'est la grosseur d'une... Ah, vous voyez pas ma souris, là vous voyez ma souris. Ça c'est le chaume, donc la canne du bambou, ça c'est le turion ici, là il y a des feuilles, et vous voyez que ça a fait quelques centimètres. Si vous pétez ça, ça repartira d'ici. Hop, et donc ça poussera à côté. Ça c'est dès le début du printemps, pendant tout le printemps, et même en été ça sort. Et c'est exponentiel. D'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos sur le Fargesia Robusta Campbell je l'ai commencé l'année dernière, à l'heure où sort cette vidéo. Et le but, c'est de faire chaque printemps, chaque été, chaque automne, des petites vidéos qui permettent de suivre l'évolution en temps réel des plantations que j'ai faites pour pouvoir que vous ayez une série de vidéos, une playlist de vidéos où vous voyez vraiment, première année, qu'est-ce qui se passe, deuxième année, qu'est-ce qui se passe, troisième année, etc., pour documenter, on va dire, l'évolution réelle et pas théorique d'un Fargesia Robusta Campbell, d'une plantation de haies de Fargesia Robusta Campbell. Donc, je vous invite à aller voir sur la chaîne. Vous avez cette série de cette playlist de vidéos. À chaque fois, c'est des petites vidéos, hein, ça fait 5 minutes, où je fais des mises à jour au fur et à mesure du printemps, au fur et à mesure de l'été, pour voir comment évolue. On en est au stade aujourd'hui où on voit les nouveaux turions sortir, et puis on les compte ensemble pour voir quelle est l'évolution. Voilà, j'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur la plantation de bambou de type Fargesia. Alors, il existe beaucoup de types de bambous. Il existe les bambous traçants et non traçants, on en a parlé. Il y a les Philostachys, hein, ceux qui sont bien traçants. Mais moi, pour le petit jardin que je possède, c'est les Fargesia le mieux. En plus, il n'y a pas besoin de barrière anti-rhizome. Après, dans la famille des Fargesia, il y en a plein. Là, je vous ai présenté le Robusta Campbell qui, pour moi, est le plus intéressant pour faire une haie parce qu'il est bien robuste l'hiver et puis il a un port bien droit, bien haut, mais il existe d'autres Fargesia. Il y a le Fargesia
Rufa, qui est un bambou nain et qui a une forme de boule. Donc lui, il va être plus pour faire joli, par exemple. Il y a le Pingu aussi, qui est très intéressant. Mais le Robusta Campbell, c'est mon préféré. Il a des chaumes bien larges pour un Fargesia. Alors, faut pas se leurrer, hein, les chaumes d'un Fargesia Robusta Campbell, ça sera un petit peu plus épais qu'un stylo, qu'un feutre comme ça, mais ça ne sera jamais les forêts de bambou du Japon que vous voyez avec des chaumes comme ça. Non, ça, c'est les traçants qui sont gros comme ça. Donc ça ne sera pas, c'est pas la même catégorie, hein. Faut pas se leurrer, mais pour faire une haie, c'est magnifique. L'avantage aussi, et j'en ai pas parlé, c'est que contrairement à euh, une haie que vous trouvez dans tous les jardins français, ben vous n'avez pas besoin de la tailler. Vous n'avez aucun besoin de la tailler. Le seul entretien, c'est de passer la tondeuse autour. Donc pas besoin de la tailler. Vous pouvez la tailler si vous souhaitez limiter la hauteur. Il faut savoir que lorsque vous plantez le bambou, si vous coupez en hauteur, ça ne repoussera pas, ça repoussera toujours à partir du bas. Donc on ne va pas tuer la canne lorsqu'on coupe la hauteur, mais par exemple c'est ce qu'on fait sur un balcon, parce qu'il y a un toit sur un balcon, on peut couper la hauteur, par exemple si vous souhaitez que ce soit 2 mètres ou que ce soit bien droit, ça se fait. Sinon vous aurez toujours des hauteurs un peu aléatoires entre tous vos chaumes, mais c'est pas obligatoire de faire ça. Donc c'est un peu une haie sans entretien. Il y a 0 entretien. Le seul entretien à avoir, c'est d'arroser. Et l'autre entretien à avoir, c'est de passer la tondeuse. Mais pas besoin d'avoir un coupe-haie, un taille-haie, pas besoin d'aller à la déchetterie pour rebalancer toutes ces choses-là. Donc ça vous fait gagner du temps aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Fargesia Robusta Campbell. J'espère avoir déconstruit beaucoup d'a priori ou de légendes urbaines sur la taille du trou, parce que je vous le rappelle, hein, la taille du trou, elle doit être assez conséquente pour accélérer la croissance de votre bambou et pas seulement faire un x2 en largeur, x2 en profondeur, parce que ça... alors j'en ai pas parlé, mais forcément, si vous avez votre mode qui est comme ça et que vous me faites un x2 autour, bah, le bambou il va très vite coloniser cet espace-là. Et après, lorsqu'on a de la terre qui est là, qui est compactée, et qu'on n'a pas compacté, qu'on n'a pas amendé, bah, la croissance, elle va ralentir énormément ici. Ici, sur cette partie-là, elle va ralentir énormément. Et le but, lorsqu'on souhaite faire une haie, bah, c'est d'avoir une croissance rapide en largeur pour occulter le vis-à-vis vers le voisin. Donc voilà. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à aller voir les playlists qui sont déjà sur la chaîne. J'espère avoir été informatif et le plus complet possible sur l'entretien de vos futurs Fargesia Robusta Campbell. Moi, je vous invite à planter cela, c'est vraiment magnifique. On va se quitter avec des petites photos parce que, vous voyez par exemple, ceux-là, ils sont pas très hauts encore, hein. Ceux-là, ils ont l'air de faire 2 mètres de haut, mais ça peut monter facilement à 3 mètres, voire plus. Et il y a ce fameux damier qui est là avec les enveloppes des cannes qui vont finir par tomber. Le damier, on le voit bien là aussi. Et puis voilà, là ça monte bien haut ici. Donc vous voyez, le haut, si on le coupe pas, ça peut ressembler un petit peu à ça. C'est un haut un peu inégal. Et puis le bambou, ça danse dans le vent, hein, donc c'est très joli aussi. Et l'avantage du bambou, c'est que ça reste vert toute l'année. C'est une herbe persistante. Donc ça va garder cette couleur et ça va garder ce feuillage toute l'année. Donc votre bambou qui va cacher le vis-à-vis du voisin, il va rester vert toute l'année. Donc c'est vraiment magnifique parce que bien souvent on a des haies où les feuilles tombent en hiver. Là c'est pas le cas. Vous allez avoir du vert toute l'année et donc vous allez cacher votre vis-à-vis toute l'année vis-à-vis de vos voisins et c'est ce qu'on demande à une haie, hein. Et là on a une photo d'un monsieur. Donc un monsieur qui doit faire 1m80, 1m70, et vous voyez que on est à 3 mètres, voire plus de 3 mètres, et on a une belle haie ici. Alors là, vu qu'apparemment il a mis des cailloux, le monsieur, à mon avis il a mis une barrière,
mais pas besoin de mettre une barrière. Comme je vous l'ai dit, il suffit de garder un espace autour et de passer la tondeuse et ça sera largement suffisant. Je vous conseille et je vous rappelle que la première chose à faire et la chose la plus importante, c'est s'assurer de la variété du bambou que vous achetez. Et donc je ne ferai que le rappeler, allez chez un spécialiste pour ne pas vous faire arnaquer. Allez chez un spécialiste et choisissez la variété de bambou qui vous plaît le plus ou qui correspond à vos besoins. Mais si vous voulez un bambou non traçant, vous prenez un risque si vous allez en jardinerie, grande enseigne commerciale ou chez les grandes distributions, parce qu'il y a un risque qu'on vous vende pas la bonne variété. Pourquoi ? Alors, il y a soit le grand magasin qui fait exprès, et parfois même le grand magasin ne fait même pas exprès parce que lui, il a commandé du Fargesia Robusta Campbell, mais son fournisseur lui a donné autre chose. Et dans un pot, un petit pot de livraison comme ça, là, c'est très difficile pour un supermarché ou un hypermarché de faire la différence entre deux variétés. Quand on n'est pas spécialiste, c'est très difficile de faire la différence entre deux variétés. Donc moi, je vous invite à aller voir chez un spécialiste qui est sûr et certain du nom de la variété et de prendre, en tout cas pour moi, ceux que je préfère, les Fargesia Robusta Campbell. Vous voyez ceux-là, c'est assez moyen hein, parce que le pot est assez gros, mais ils sont pas très hauts. Moi, quand je les ai achetés, le pot était plus petit et ça montait à 3 mètres de hauteur. Donc ça dépend aussi beaucoup. Vous voyez ça là ? Là, on vous vend un gros pot, ça dépasse à peine la personne qui est derrière, donc ça dépasse à peine 1,80 m par exemple, en moyenne. Je trouve pas, c'est pas des super plans, ça, hein. Ça, c'est clairement pas des super plans. Je préfère qu'il y ait pas beaucoup de chaumes qui soient sortis, mais que ce soit des chaumes de 3 mètres et bien épais. Et là, ils ont l'air un peu petits. Donc, allez voir un spécialiste. Pareil, ça a l'air d'être de la merde. Allez voir un spécialiste qui vous vendra des chaumes de bien meilleure qualité et ne vous fera pas arnaquer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les Fargesia Robusta Campbell. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, lâchez un like. Il n'y a pas de pub sur ma chaîne. S'il y a de la pub, c'est pas de ma faute, c'est YouTube qui en met. Moi, pour l'instant, j'en ai pas mis. C'est pour documenter un petit peu tout ça. Allez, on se retrouve bientôt et puis n'hésitez pas à aller voir les mises à jour sur ma haie de Fargesia Robusta Campbell. J'en ai planté une l'année dernière et je viens d'en planter une cette année. Donc on a 2 haies différentes avec une année de différence et ça sera super intéressant de voir l'évolution entre les deux et de voir en application ce que je viens de vous expliquer. Alors, c'est comme c'est la première année, forcément, aujourd'hui, la haie, elle ressemble pas à grand-chose parce que vous avez des plants qui sont plantés, qui viennent de sortir du fournisseur et qui sont plantés. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de haie. Mais si vous suivez les vidéos, vous verrez que dans 3 ans, ça commencera à être extraordinaire et on se revoit d'ici là. Allez, salut!